Bonjour tout le monde, je suis Najib Moukraoui, je suis médecin généraliste de formation et je suis doctorant en dernière année de thèse dans l'équipe épidémiologie de la santé gynécologique au sein du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à l'INSERM. Donc l'endométriose, comme ça vient d'être présenté, c'est une maladie inflammatoire chronique caractérisée par la présence de tissus semblables à l'endomètre à l'extérieur de la cavité utérine. Elle touche une femme sur 10 en âge de procréer, et ce qui représente à peu près 190 millions de femmes dans le monde, soit 2 millions de femmes en France. Et il y a une revue systématique de la littérature qui a publié en 2024 un résultat de 17 études et qui a révélé un délai de diagnostic moyen allant de 0,3 années à 10 ans, ce qui est quand même assez important. Lorsqu'on s'intéresse à la prévalence de l'endométriose, on se rend compte que les estimations varient énormément. Et ces différences s'expliquent principalement et essentiellement par deux éléments. C'est le type d'échantillon étudié et les critères diagnostiques utilisés. On peut observer des chiffres très faibles dans les registres nationaux ou chez les femmes consultant pour des ligatures de trompe. Et dans ces groupes, la prévalence est probablement largement sous-estimée, car il s'agit de populations peu symptomatiques. A l'inverse, lorsqu'on regarde des populations symptomatiques ou infertiles, on obtient des prévalences beaucoup plus élevées, mais ici, elles sont probablement surestimées, car les femmes incluses ont un risque qui est quand même assez augmenté. Donc, une étude a publié un résultat qui est quand même assez intéressant, qui est un résultat d'une prévalence de 11% chez les femmes qui ont été un groupe contrôle, chez lesquels on a prescrit une IRM sans raison particulière, et on a retrouvé chez ce groupe contrôle un pourcentage de 11% de femmes qui étaient peu symptomatiques et probablement pas diagnostiquées, et qui s'élevait à 11%. Donc, pour résumer un peu la prévalence de l'endométriose, donc en population générale, donc on a une prévalence totale de l'endométriose qui est estimée autour de 10%, et ce chiffre est une estimation basée sur les symptômes et l'infertilité dans la population générale. Ensuite, lorsqu'on s'intéresse aux cas symptomatiques mais non diagnostiqués, on estime qu'environ 2% de femmes présentant des symptômes évocateurs d'endométriose mais n'auraient jamais reçu le diagnostic formel. Cela traduit à la fois un retard diagnostique important et une difficulté persistante à reconnaître les signes d'endométriose chez certaines patientes. Donc, en termes d'incidence, c'est-à-dire le nombre annuel de nouveaux cas dans la population à risque, les résultats sont également très hétérogènes selon l'échantillon, les critères diagnostiques et la région géographique, allant de 1% pour 100 000 personnes années dans les bases des SNDS en France à 300 pour 100 000 personnes années dans une cohorte prospective aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne les facteurs de risque de l'endométriose, malheureusement, très peu d'associations robustes ont été identifiées, mais les recherches suggèrent qu'il existe des fenêtres critiques d'exposition au cours de la vie. D'abord, on sait qu'environ la moitié des cas d'endométriose ont une origine génétique, ce qui signifie qu'une susceptibilité à la maladie existe déjà avant la naissance. Ensuite, plusieurs facteurs ont été mis en avant selon la période d'exposition. Donc, dans la période périnatale et à l'enfance, un faible poids de naissance, un faible IMC, un statut petit pour la gestationnelle, les anomalies mullériennes et un âge précoce à la ménage ont été identifiés comme probables facteurs de risque. Et par ailleurs, l'exposition au diéthylstilbestrol et la sensibilité au soleil ont été suggérés comme facteurs de risque possibles, nécessitant une confirmation supplémentaire. Puis à l'adolescence et à l'âge adulte, des cycles menstruels courts, un flux menstruel abondant, un faible IMC et la nulliparité ont été associés à un risque d'endométriose. Et d'autres facteurs potentiels tels qu'un faible rapport taille-hanche, une faible durée d'allaitement, le nombre de grains de beauté, une consommation élevée de viande rouge et de gras trans ou l'exposition à des perturbateurs endocriniens ont été suggérés comme facteurs de risque possibles dans la littérature. Donc, en résumé, on connaît peu de choses sur les facteurs de risque de l'endométriose. Donc, rapidement, l'endométriose est classée en trois macrophénotypes. On a l'endométriose superficielle ou péritonéale, l'endométriose profonde et l'endométriose ovarienne ou endométrium. Et 4 stades de 1 à 4 de l'endométriose minime à sévère.
Et les principaux symptômes de l'endométriose sont les douleurs, comme les dysménorrhées, dyspareunie, dyschésie, les dysuries, douleurs abdominales. Et on observe également une fatigue marquée, des troubles digestifs type IBS-like, et des maux de tête, des difficultés de fertilité. Là, dans la littérature, on retrouve qu'il y a à peu près environ un tiers de cas de femmes atteintes d'endométriose qui souffrent d'infertilité, ainsi qu'un impact majeur sur la santé mentale, avec notamment de l'anxiété et de la dépression. Donc, des traitements standards reposent sur la chirurgie, les traitements hormonaux, mais aussi sur des approches complémentaires comme le régime alimentaire, les outils digitaux, la physiothérapie ou encore des interventions basées sur la pleine conscience et les thérapies cognitives et comportementales. Et cette complexité illustre à quel point l'endométriose est une maladie systémique qui nécessite une prise en charge vraiment multidimensionnelle. Donc là, je vais passer rapidement sur la douleur. Donc, la douleur, c'est une expérience sensorielle, émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou ressemblant à celle associée à une telle lésion. La douleur pelvienne chronique, c'est une douleur cyclique intermittente ou constante dans le bas-ventre et le pelvis, durant généralement au moins 3 mois, incluant la dysménorrhée et la dyspareunie, et non liée à une grossesse ou à un cancer. Puis la douleur associée à l'endométriose est définie comme des douleurs pelviennes chroniques ou récurrentes chez les patientes présentant une endométriose confirmée par imagerie, chirurgie ou fortement suspectée sur la base des symptômes. Et ce terme est utilisé surtout lorsque les symptômes persistent malgré un traitement adéquat de l'endométriose. Donc, mais ce qui explique les symptômes, ce n'est pas seulement l'apparence des lésions. Leur présence déclenche une réponse inflammatoire importante dans le liquide péritonéal, avec une augmentation des cytokines, des prostaglandines et des cellules immunitaires altérées. Ces lésions sont aussi fortement neurovascularisées, avec une croissance simultanée des vaisseaux et des fibres nerveuses. Et cette neuroangiogénèse favorise un dialogue permanent entre les lésions et les systèmes nerveux, et ce dialogue inflammatoire et nerveux entraîne une activation des fibres sensitives, puis une sensibilisation périphérique, ce qui peut évoluer vers une sensibilisation centrale. C'est ce continuum qui constitue la base de la douleur associée à l'endométriose, sous forme chronique, complexe et multidimensionnelle. Donc je vais passer sur cette slide, parce qu'elle a été déjà présentée, et ça sera certainement représenté. Les données épidémiologiques disponibles montrent que l'endométriose a des répercussions majeures qui entraînent des atteintes dans de nombreux aspects de la vie, tels que la réussite scolaire, la carrière professionnelle, la vie sociale, le projet parental, les relations personnelles, la santé mentale, la qualité de vie de manière générale. Et l'accumulation de ces impacts au cours de la vie peut en retour modifier de façon importante la trajectoire de vie des patientes. Puis une étude qui a été menée par Stacy Mismer propose cette figure qui illustre les effets qu'une endométriose insuffisamment traitée peut avoir tout au long de la vie et comment elle peut influencer la trajectoire de vie de l'adolescence jusqu'aux années postménopausiques. Donc, dans notre équipe de recherche, l'une des cohortes qu'on utilise pour mener nos travaux est la cohorte CAMPAR. Donc, CAMPAR, c'est pour Communauté de patients pour la recherche. C'est une e-cohorte de plus de 60 000 patients souffrant de maladies chroniques. C'est une plateforme collaborative et les patientes qui répondent avoir une endométriose intègre la cohorte spécifique à l'endométriose, qui est CAMPAR Endométriose. C'est une sous-cohorte du projet CAMPAR qui a été lancé en 2018. On a actuellement, à ce jour, plus de 10 000 participantes de CAMPAR qui ont déclaré une endométriose et ou une adénomiose. 8 300 participantes ont rempli les questionnaires initiaux sur l'endométriose et sont suivies activement dans la cohorte. Et parmi les données collectées, nous avons les données sur le niveau socio-économique, la qualité de vie, l'activité physique, mais aussi des questionnaires spécifiques à l'endométriose sur, par exemple, le parcours prédiagnostique, historique des symptômes et traitements. Donc, je vais vous présenter 2 études qui ont été menées dans notre équipe utilisant les données de la cohorte CAMPAR. L'une d'elles est une étude appelée « Étude baguette magique » sur les perspectives des patientes sur leur prise en charge. On a posé la question à un échantillon aléatoire de 1000 patientes. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre prise en charge? L'étude a reçu 2487 suggestions qui ont été codées en 61 idées pour améliorer la prise en charge de l'endométriose. Et ces idées ont été regroupées en 14 thèmes. Ici, on a le top 5 des idées les plus mentionnées, à savoir former les soignants pour améliorer leurs connaissances sur la maladie et former plus les spécialistes, assurer une meilleure gestion des douleurs quotidiennes et des douleurs de crise, prendre au sérieux les symptômes signalés par les patientes, créer un meilleur processus de diagnostic pour un diagnostic précoce de la maladie, améliorer l'écoute des professionnels de santé envers les patientes.
Ok, les thèmes, les top 3 des thèmes, c'est améliorer la connaissance et la reconnaissance de la maladie par les soignants, mettre fin aux violences médicales. Et là, les violences médicales, on entend même le fait de ne pas croire que la patiente a une endométriose ou qu'elle souffre, et améliorer la prise en charge des symptômes ou de soins spécifiques à l'endométriose. L'autre étude que je voudrais vous présenter, c'est une étude portant sur le délai de diagnostic dans Campar. Elle a montré un délai moyen de diagnostic de 10 ans, que les patientes, avant de recevoir un diagnostic, elles consultent en moyenne 8 professionnels de santé et 3,5 professionnels de santé différents. Et dans la figure de droite, on voit que le niveau de dysménorrhée pré-diagnostic sont positivement associés à un délai plus long. Donc plus on a des dysménorrhées qui sont importantes, plus le délai de diagnostic est long. Là, quelques exemples sur les études sur la douleur sur lesquelles on travaille dans notre équipe. Donc, on a une étude sur l'évaluation des trajectoires d'évolution des symptômes douloureux au cours de la vie, les facteurs associés à l'évolution des douleurs au cours du temps. On a une étude sur les douleurs neuropathiques et une étude sur les polluants organiques persistants et sévérité de l'endométriose. Ici, brièvement, j'aimerais juste vous mentionner qu'avec Dr Éric Bottran, qui est gynéco, nous lançons une étude qu'on appelle l'étude précurseur. Elle a pour objectif d'évaluer si une prise en charge précoce et globale des dysménorrhées primaires de grade 3 chez les adolescentes peut prévenir l'apparition de l'endométriose et des douleurs pelviennes chroniques et la qualité de vie. Et nous prévoyons recruter des participantes à travers tout le territoire français qu'on suivra sur 5 ans. Et nous sommes en pleine procédure réglementaire et recherche de financement pour l'instant. Donc c'est une étude qui est soutenue par l'INSERM et la Fondation pour la recherche sur l'endométriose. Et c'est pour dire qu'on croit qu'il est aussi important d'intervenir en amont de l'apparition de l'endométriose avant que les douleurs ne s'installent. Donc ici, je vous mets juste le lien de Campar si vous désirez juste visiter la plateforme ou vous inscrire. Et merci pour votre attention.